Étymologiquement, épistémologie signifie étude de la science. Si l'on accepte sans examen la proposition selon laquelle la science apparaît comme un ensemble ordonné, clair et cohérent de résultats qui s'imposent, pourquoi faire l'étude de la science? Par exemple, une fois comprise l'équation mathématique qui exprime la loi de la chute des corps vérifiée par Newton, aucun commentaire ne semble s'imposer. Pourtant, la science, sauf dans les manuels scolaires, n'offre jamais ce visage de certitude et d'objectivité absolue. Il n'existe pas de théorie scientifique qui repose sur des principes tous fermement établis et parfaitement cohérents entre eux. Les méthodes d'investigation et d'expérimentation sont souvent critiquables. Les conclusions que le savant, le scientifique, tire d'une enquête scientifique, les extrapolations qu'il fait à partir d'une découverte sont loin d'être toujours fondées. C'est donc à ces trois niveaux de la démarche scientifique que prend notamment place l'épistémologie, qui peut se définir comme une critique des principes, des méthodes et des conclusions de la science. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres, explique Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique. Par ailleurs, le travail de l'épistémologie ne se limite pas à l'étude de la science achevée. Il se manifeste au cours de l'élaboration même de la théorie. Cette épistémologie constitutive est consubstantielle à la pratique scientifique. Galilée n'aurait jamais pu formuler la loi de la chute des corps s'il n'avait parallèlement fait la critique du concept aristotélicien de gravité. Ainsi, l'épistémologie, loin d'être purement négative et de conduire à un plat scepticisme, se présente comme une contribution féconde au travail scientifique. Dans un ouvrage « Jeux et enjeux de la science », Pierre Tullier souligne la diversité de cette discipline. Je le cite. « L'épistémologie générale n'existe pas en tant que discipline unifiée. Elle se situe à l'intersection de préoccupations et de disciplines très diverses par leurs objectifs et leurs méthodes. » La liste suivante présente quelques-unes de ces orientations. Cependant, elle est loin d'être exhaustive. La première orientation est concernée par la tradition philosophique qui est à l'arrière-plan. Platon, Aristote, Descartes, Kant, pour ne citer que ces auteurs, ont formulé des théories générales de la connaissance, intéressées par divers types de savoirs et leurs sources, l'imagination, la raison, l'expérience. Ces réflexions sont souvent associées à des conceptions très spécifiques, mais les questions ainsi posées orientent encore de nombreuses recherches. Des scientifiques et des philosophes ont tenté de définir la méthode scientifique. Whewell, Claude Bernard, Poincaré, Duhem, Einstein, Carnap, Popper. Quelle est la structure logique d'une théorie? Comment est-elle vérifiée? Ces études insistent souvent sur les normes que doivent respecter les sciences et posent le problème de leur valeur. Ce sont des études qui sont normatives. D'autres recherches concernent la sociologie de la connaissance. Marx, Durkheim, Lévy-Brun. Les tendances manifestées par ces travaux sont très différentes, bien que ces derniers partagent une approche globale. Les connaissances ne sont pas considérées comme des constructions autonomes et individuelles, mais comme des activités sociales liées à d'autres activités sociales dans des contextes historiques donnés. La sociologie des sciences est l'application des méthodes précédentes à des recherches plus limitées, voire par exemple l'importance du consensus scientifique pour lequel les théories sont validées par un accord collectif se référant à des normes qui ne sont pas toutes conscientes ou rationnelles. Enfin, une dernière orientation, l'histoire des sciences. L'histoire des sciences a connu un net développement depuis le début du XXe siècle. Dans le contenu même, une difficulté se présente. Peut-on écrire une histoire des sciences sans interpréter les connaissances passées à travers les connaissances présentes, de façon anachronique et déformante? Même s'il est aujourd'hui daté, il est ici intéressant de rappeler le débat qui a opposé deux conceptions de l'histoire des sciences. La première concerne une approche internaliste, pour laquelle l'historien s'intéresse à la logique propre des propositions scientifiques. Observation, procédure expérimentale, étude de l'évolution des concepts par exemple. Et puis, une approche externaliste qui prend en compte des facteurs supposés extérieurs à la science, facteurs politiques, culturels, sociologiques ou liés aux institutions, pour ne citer que cela. Notons qu'en français, le mot épistémologie est souvent synonyme de philosophie des sciences. Dans les pays anglo-saxons, il désigne plus généralement toute théorie de la connaissance. On distingue d'ailleurs une tradition anglo-saxonne avec Popper, Kuhn et Lakatos par exemple.
tournée vers la démarche de la science, la tradition française étant plus intéressée par l'histoire des idées scientifiques et leur évolution, voir par exemple chez Coiré, Bachelard, Canguilhem ou Foucault. Mais à quoi servent l'histoire et la philosophie des sciences? La philosophie des sciences ne sert à rien. Elle n'a jamais fait avancer d'un pouce la connaissance scientifique. C'est la thèse avancée par Steven Weber, prix Nobel de physique, dans son livre sur le rêve d'une théorie ultime. Pourtant, des scientifiques comme Einstein, Poincaré et Planck ont réfléchi à la nature de la science, à ses démarches et aux présupposés philosophiques qui leur sont attachés. Quoi qu'il en soit, la philosophie des sciences a contribué à jeter une lumière nouvelle sur l'activité scientifique, ses conditions de production, la logique des découvertes, son histoire, ses enjeux. 3 philosophes des sciences français contemporains ont été interrogés sur l'utilité de l'épistémologie, l'histoire des sciences et des techniques. Examinons leurs réponses. Dans la suite de ce texte, l'acronyme EHST se substituera à épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Dominique Lecourt répond à la question en indiquant que l'EHST permet de sortir du scientisme. Le scientisme est une attitude, on pourrait dire un dogme, qui s'est développé à la fin du XIXe siècle et pour lequel seule la science, et plus particulièrement les sciences physico-chimiques, permettent d'accéder à la connaissance. Ainsi, pour Dominique Lecourt, la pratique de l'EHST doit permettre d'éviter que les étudiants des disciplines scientifiques et technologiques ne succombent à cette philosophie implicite, le scientisme, qui semble s'installer lorsqu'aucune philosophie critique n'est introduite dans l'enseignement scientifique. Il explique, et je le cite, que c'est d'autant plus urgent que le débat social tend aujourd'hui de plus en plus à identifier la science à sa caricature et qu'il est facile de diaboliser l'effort humain de connaissance et de maîtrise de la nature au nom de valeurs éthiques qui dissimulent mal leur ascendance religieuse. En outre, pour Dominique Lecourt, la pratique de l'EHST doit permettre aux étudiants en sciences, parfois décontenancés par les approches très techniques des savoirs enseignés, de situer les connaissances scientifiques dans le savoir en général et dans l'histoire. L'EHST permet de faire la paix avec le sens commun, répond Bernadette Bensaud de Vincent. L'histoire des sciences est souvent présentée sous la forme d'une série de découvertes successives et de progrès de méthode allant vers une plus grande autonomie des savoirs scientifiques. Or, les travaux d'histoire montrent que les scientifiques ont longtemps entretenu avec l'opinion générale et les institutions des rapports de grande proximité. La coupure qui semble exister aujourd'hui entre science et société, fossé plus grand entre l'élite scientifique et le reste de la société, s'est développée au début du XXe siècle sous la poussée sans doute de la physique relativiste et de la mécanique quantique, à un moment où la physique était un modèle pour toutes les sciences. Aujourd'hui, la biologie semble jouer ce rôle et elle est plus proche des intérêts du public. Pour Michel Paty, pratiquer le HST permet de participer au débat opposant internalistes et externalistes. Débat qui tend pour les externalistes à relativiser le caractère objectif des savoirs scientifiques. Les promoteurs de cette approche externaliste sont amenés à rejeter toute idée de nécessité rationnelle ou naturelle et à conclure que la vérité admise en science n'est que le résultat d'un consensus entre les acteurs. Il est admis aujourd'hui que toutes les vérités humaines scientifiques sont relatives au sens où elles sont incomplètes et destinées à changer. Mais cela ne signifie pas que l'idée de vérité n'ait plus de valeur et que nous puissions nous en passer. D'ailleurs, nous savons qu'il y a des choses fausses et donc que le faux n'est pas purement relatif. Et si le faux n'est pas complètement relatif, le vrai, qui est son contraire, ne saurait l'être.